donc on va commencer le cours d'électricité. Et on va commencer par les notions fondamentales de l'électricité que sont le courant et la tension. Et donc généralement vous connaissez un petit peu, je pense que vous avez entendu parler d'ampères et de volts, c'est assez courant. Voilà. Et malgré tout, on va quand même redéfinir tout ça. C'est bien. Et on va commencer par la plus simple des deux notions, qui est, à votre avis, le courant, c'est plus simple que la tension. On va commencer par le courant. Alors le courant, c'est lié à ce qu'on appelle le déplacement des charges électriques. Et les charges électriques, qu'est-ce que sont les charges électriques? Et bien pour savoir ça, il faut savoir un petit peu comment est fait la matière. Et je pense que vous savez tous un petit peu. Donc la matière est constituée d'atomes. Et les atomes sont des sortes de mini-systèmes solaires. Avec au centre de l'atome, vous avez ce qu'on appelle le noyau. Et autour du noyau, qui tourne autour du noyau, vous allez avoir les électrons. Et en fait, le noyau est chargé et les électrons sont chargés. Le noyau est chargé positivement, les électrons sont chargés négativement. Et vous devez peut-être le savoir, sinon je vous le dis, les charges positives attirent les charges négatives. D'accord ? Le noyau il est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd, donc lui ne bougera pas. C'est les électrons qui bougent. Et en fait, le fait qu'ils soient attirés, ça ne les fait pas tomber sur le noyau, ça les fait tourner autour du noyau. D'accord ? Et de la même manière que les planètes tournent autour du Soleil. Voilà, à peu près. Voilà. Ensuite, dans la matière, vous avez la matière solide, dans laquelle les noyaux, là, ils sont disposés les uns à côté des autres, comme ça. Et puis, ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas se déplacer les uns par rapport aux autres. Hein, et c'est comme s'ils étaient collés, on va dire, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ils sont attirés par des forces, on va dire, qui les maintient collés les uns aux autres, un peu comme des aimants, on va dire. Voilà. Et les électrons tournent autour de ces noyaux. Et normalement, donc, si les électrons sont bien attachés à leur noyau, eh bien, ils ne pourront pas se déplacer non plus. Et quand vous avez de la matière comme ça, dans laquelle les noyaux ne peuvent pas se déplacer, les électrons ne peuvent pas se déplacer, les charges ne peuvent pas se déplacer, c'est des matériaux dans lesquels il n'y a pas de courant électrique possible. Voilà. Et ces matériaux, on appelle ça des isolants électriques. Qu'est-ce qui est isolant électriquement? Vous devez le savoir un petit peu. Le papier, c'est isolant. Le plastique, c'est isolant. Le bois, c'est isolant. La céramique, c'est isolant. Voilà. L'eau, c'est isolant. C'est pas un bon conducteur, mais c'est pas super isolant parce que c'est électrocuté. Voilà, donc l'eau, c'est un liquide aussi. Très bien. Ensuite, on va avoir des matériaux conducteurs. Et dans les matériaux conducteurs, il y a les électrons, on va dire, gravitent suffisamment loin du noyau pour que si on les soumet à un champ électrique, c'est-à-dire quelque chose qui va les pousser dans un sens, en gros, eh bien, ils sont capables de sauter d'un noyau, enfin d'un atome à l'autre. Et dans ce cas-là, eh bien, il y aura possibilité aux électrons de se déplacer de noyau en noyau, donc de se déplacer dans le matériau. Et si les électrons peuvent se déplacer facilement dans ce matériau, on dit que le matériau est un conducteur électrique ou un très bon conducteur électrique. Donc les très bons conducteurs électriques, c'est quoi en général? Les métaux. Les métaux. Et le plus utilisé de ces métaux pour conduire l'électricité? Le cuivre. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur conducteur possible pour l'électricité, le cuivre? Non, pas tout à fait. L'or est meilleur conducteur, l'argent est un peu meilleur conducteur, je crois. Mais l'or et l'argent, d'une part, ça coûte très cher. En plus, c'est pas très pratique, je crois, pour faire des fils. Donc c'est le cuivre qui est le plus utilisé. On fait des fils électriques avec de l'aluminium aussi, des fois, quand on a des problèmes de masse, on veut que les fils soient légers. Dans les avions, par exemple, les fils électriques sont faits avec de l'aluminium. Okay. Donc vous avez les isolants, vous avez les conducteurs. Les conducteurs ne sont jamais des conducteurs parfaits, les isolants ne sont jamais des isolants complètement parfaits non plus. Et puis vous avez une troisième catégorie qu'on appelle les semi-conducteurs, qui se comportent de base comme des isolants. Mais quand les électrons sont attachés donc, au noyau des atomes, mais il ne faut pas grand-chose pour les détacher. Et c'est assez important ces semi-conducteurs parce que c'est avec ça qu'on fabrique c'est ce qu'on fabrique avec les semi-conducteurs. On fabrique des transistors. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est pour le courant alternatif? Non. Le
transistor, c'est le composant électronique qui a permis la révolution informatique que j'ai connue et que vous connaissez. Dans vos téléphones portables, il y en a des centaines de millions. Composants électroniques d'abord. On étudiera ça au semestre 2, on ne va pas les étudier là en cours d'électricité générale. On fera ça plus tard. Très bien. Donc il y a les conducteurs, les semi-conducteurs. Le plus célèbre des semi-conducteurs, vous savez peut-être ce que c'est. Celui avec lequel on fait 99% des transistors que vous ne connaissez pas, s'appelle le silicium. Vous entendez parler? Très bien. Alors, à partir de là, on va supposer qu'on a un conducteur. Donc, dans le conducteur, les électrons peuvent se déplacer dans le conducteur. Voilà. Et ce qui va caractériser le courant électrique, ensuite, eh bien, ça va être ce qu'on appelle l'intensité du courant électrique et qu'on va noter I. Alors, on va noter comme ça. Et est-ce que vous connaissez l'unité de ce I? Est-ce que vous savez? Voilà. Alors, cette unité qui est l'ampère, c'est une unité que j'aime pas trop parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se cache dessous. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour caractériser un courant électrique, eh bien, on va procéder exactement de la même manière que pour caractériser un courant d'eau. Donc, vous imaginez une rivière, voilà, et vous allez parler du courant vous voulez quantifier le courant dans cette rivière, vous allez utiliser quoi comme unité pour faire ça? Oui? Les mètres cubes par seconde. Et c'est une unité de quoi en fait? De débit. De débit. Voilà. Exactement. Donc c'est des mètres cubes par seconde, ça marche comment? Vous avez le lit de la rivière avec l'eau qui coule comme ça. Voilà. Vous imaginez, même par la pensée, une surface qui coupe la rivière, il y a un au-dessus et en dessous quoi, de la surface. Et puis pour le débit de la rivière, eh bien, vous attendez une seconde et vous regardez combien de mètres cubes d'eau ont franchi la frontière. Et ça vous donne le débit de la rivière en mètres cubes par seconde. Okay? Eh bien, quand on va vouloir quantifier le courant électrique, on va procéder de la même manière. On va avoir le fil électrique, on va délimiter une section du fil électrique, et on va dire, eh bien, à chaque instant, combien il y a de charge électrique qui traverse chaque seconde, pardon, combien il y a de charge électrique qui traverse cette section. Voilà. Et donc, les charges électriques, eh bien, la façon, je dirais, la plus naturelle de les compter, ça serait de les compter en nombre d'électrons, puisque chaque électron correspond à une charge élémentaire. Donc, on pourrait quantifier le courant électrique en nombre d'électrons par seconde. Voilà. On ne fait pas ça, parce que si on faisait ça, ça reviendrait à quantifier le débit de la rivière, non pas en mètres cubes par seconde, mais en nombre de molécules d'eau qui traversent une section de la rivière en une seconde. Et l'inconvénient de cette unité, c'est que même dans un litre d'eau, il y a des milliards et des milliards de molécules. Donc on aurait des nombres astronomiques avec plein de zéros derrière qui seraient difficiles à manipuler. Donc quand on veut parler d'une quantité d'eau, on ne donne jamais le nombre de molécules d'eau, ou rarement. En fait, on parle de litres d'eau ou de mètres cubes d'eau, etc. On définit la quantité d'eau par le volume. Et bien, quand on va vouloir parler d'une quantité de charge, on va faire pareil. On va définir une charge, non pas par le nombre d'électrons que ça représente, mais par ce qu'on appelle un coulomb. Et un coulomb, c'est un certain nombre d'électrons connus. Et ce nombre, c'est celui que vous avez donc à la page 1 de votre poly. Voilà, il vaut combien ce nombre? 6, 24, 10 puissance 18. Alors si je ne m'abuse, 10 puissance 9, hein, c'est des milliards, donc 10 puissance 18, c'est des milliards de milliards. Voilà, donc dans un coulomb, vous avez 6 et quelques milliards d'électrons. Voilà, et nous, on va raisonner en coulomb. Et donc, il va y avoir une autre grandeur associée à l'électricité qu'on appelle la charge électrique, qui s'exprimera en coulomb. Et en fait, naturellement, l'intensité du courant électrique, l'unité, ça sera le coulomb par seconde. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez dit qu'il circule 1 ampère dans ce fil, ça veut dire que chaque seconde, il y a un coulomb qui s'écoule à travers le fil. D'accord? Et il faut bien avoir à l'esprit que derrière l'ampère, il y a le coulomb par seconde. Et donc, l'intensité du courant, c'est le débit des charges électriques. Voilà, des questions là-dessus?
bon, c'est clair? Oui, mais monsieur, 1 ampère c'est égal à 1 coulomb par seconde. Oui, on peut l'écrire même, allez. On écrit comme ça, 1 ampère égale 1 coulomb par seconde. C'est exactement la même chose. En fait, si on a inventé l'ampère, c'est qu'on avait la flemme d'écrire coulomb par seconde à chaque fois. Mais c'est très important de savoir que derrière l'ampère, il y a un coulomb, se cache le coulomb par seconde. Très très important. Voilà. Alors ensuite, donc maintenant on va aller vers la relation qu'il y a entre le courant et l'intensité du courant et les charges du coulomb. Derrière tout ce qu'on vient de dire se cachent des relations mathématiques. Alors, on va commencer par les plus simples d'entre elles. Par exemple, si je veux calculer la quantité de charge écoulée et que je connais l'intensité du courant, qu'est-ce que je dois faire? Ben ça, c'est le débit des charges, c'est en coulomb par seconde. D'accord? Si je veux savoir combien de charges écoulées, il faut que je multiplie par les secondes, c'est-à-dire par le temps. Exemple, si j'ai 1 ampère pendant 10 secondes, il se serait écoulé combien de coulombs? 10 coulombs. J'aurais 1 coulomb par seconde pendant 10 secondes, ça fait 10 coulombs. Donc cette formule, on peut la retourner de 3 manières différentes. Hein. On peut l'écrire aussi, c'est peut-être comme ça que j'aurais dû l'écrire dès le départ, que le débit, quand on calcule un débit de quelque chose, eh bien on regarde la quantité de choses de ce quelque chose qui s'est écoulé, et on divise par le temps que ça a pris pour le faire. Donc ça c'est la deuxième version de la formule. Et la troisième, c'est quoi la troisième? Si je la retourne encore cette formule. Voilà, le temps écoulé, c'est la quantité de charge qui doit être débitée divisée par l'intensité. Intensité, c'est toujours, on pourrait dire, le débit des charges. Okay. Donc ça nous fait 3 relations. Bon, normalement, si vous n'êtes pas trop naze en maths, je dirais, vous en connaissez une, vous les connaissez les 3. Oui. Du coup, le coulomb, c'est la dérivée de... Non, enfin, le coulomb, c'est la dérivée du débit. Alors, pas encore, je vais y arriver à la notion de dérivée. Pour le moment, on n'a pas besoin de la notion de dérivée, mais ces formules-là ne sont pas absolument générales. Il y a quelque chose d'implicite, qui n'est pas écrit là dans les formules, et qui est nécessaire pour que ces formules puissent s'appliquer. C'est quoi la condition pour qu'on puisse écrire celle-là, par exemple? Aucune idée? Condition implicite? Oui. Faut que... Non, non. Oui. L'intensité se différente de 0. Non. Si elle est égale à 0, ça marche. Hein. Si je fais un... Non, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que cette intensité, elle soit... Non. Il faut qu'elle soit constante. Il faut que le débit soit toujours le même. Je l'explique. Vous ouvrez un robinet, vous laissez couler à débit constant. D'accord? Mettons 1 litre par seconde. D'accord? C'est bien, vous me dites, si ça dure pendant 10 secondes, hein, je mets 1 litre par seconde pendant 10 secondes, pendant 10 secondes, il sera sorti 10 litres de mon robinet. D'accord avec ça? Maintenant, si vous avez quelqu'un qui joue avec le robinet, des fois il coule fort, des fois il coule moins fort, vous allez multiplier quoi par 10 secondes pour avoir la quantité d'eau écoulée? Là, c'est compliqué parce que le débit change tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait si justement, alors on va pouvoir, mais on va entrer dans des considérations mathématiques un peu plus sophistiquées. Donc, quand le débit dépend du temps, change au cours du temps, d'accord? Déjà, on ne va plus noter I, on va noter I de t. Enfin, ça, c'est juste pour souvenir qu'il dépend du temps. D'accord? Et en fait, cette relation, on va dire qu'elle est valable. La condition est de le faire sur un intervalle de temps infiniment petit, ou très très court. Et mathématiquement, il sera infiniment petit, cet intervalle de temps. Donc, un intervalle de temps infiniment petit, vous savez comment on le note? Non. On prend la notation différentielle en physique. Les matheux vont examiner epsilon. Et nous, ça sera dt. Dès qu'on mettra un d devant une grandeur physique, ça veut dire une petite variation de cette grandeur. Très petite. Au sens des mathématiques, elle sera infinitésimale, c'est-à-dire qu'elle tendra vers 0. D'accord? Et il va y correspondre quoi? Eh bien, une petite quantité de charge écoulée. Voilà. Et si l'intervalle de temps est très très petit,
eh bien, l'intensité du courant n'a pas le temps de changer sur cet intervalle de temps. Donc cette relation devient juste. Normalement, je devrais mettre à peu près égal, mais quand dt tend vers 0, ça devient rigoureusement égal. Oui. Et du coup, on le considérera comme constant. En fait, tellement c'est petit, on considérera que c'est constant. On dit qu'il n'a pas le temps de changer. Et c'est la méthode. Et quand on retourne cette formule, eh bien, la première relation qui vient, naturellement, cette fois, c'est que I, c'est pas Q sur T, mais ça sera dQ sur dt. Et dQ sur dt, c'est quoi au sens mathématique? Donc c'est qui m'a parlé de dérivé tout à l'heure. Voilà. Et bien ça, cette expression, elle dit que l'intensité du courant, c'est-à-dire le débit des charges, eh bien c'est la dérivée des charges écoulées par rapport au temps. Puisque ça représente une dérivée en mathématiques. En mathématiques, vous avez plutôt l'habitude de dériver f fonction de x. D'accord? Quand vous faites une dérivée en mathématiques, vous faites df sur dx. Okay? Voilà, on fait dq sur dx. Et l'autre relation que je voulais mettre, et que je vais mettre plutôt en dessous ici, c'est que là, je peux calculer une petite quantité de charge écoulée sur un petit intervalle de temps. Si je veux calculer la quantité de charge écoulée sur un grand intervalle de temps, que je vais donc appeler Q, eh bien, on va utiliser une formule qui utilise une somme, c'est-à-dire on va faire la somme des petites charges écoulées au cours des petits intervalles de temps. On va l'écrire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas, dans un intervalle de temps, il va de 0 à 1 seconde, par exemple, eh bien, ça c'est le temps. Eh bien, cet intervalle de temps, on va le découper en plein de petits intervalles de temps très très courts, on va appeler dt comme ça. Et pour chaque dt, il y aura un petit dq, découlé. Voilà. Et les dq, on peut calculer ça pour chacun des petits intervalles de temps. Et alors, on va faire la somme. La somme, on va la mettre avec un grand S parce que ça va être une somme continue. C'est-à-dire qu'en fait, les dt, là, vous les avez représentés petits, mais en fait, ils deviennent, pour être infiniment précis, vont être infiniment petits. On va passer à la limite dans ces sommes avec les dt qui tendent vers 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer comme ça. Donc, les dq, c'est les i de t, pardon. I de t fois dt. Voilà, cette somme, elle a un temps de départ qu'on va appeler t1, par exemple. On va faire de t1 à t2. Là, j'ai mis 0 à 1 seconde, mais on peut généraliser de t1 à t2. Donc, alors bien sûr, je pense que vous savez tous le nom qu'on donne à ce type de somme en mathématiques. On appelle ça une intégrale. Une intégrale, je ne sais pas comment on vous l'a définie au lycée, mais c'est une somme infinie de termes infiniment petits pour avoir un résultat infiniment précis. D'accord? Et vous voyez au passage, donc on va encoder les deux relations là. Qu'est-ce qu'on voit au passage? Bien que quand on veut calculer I à partir de Q, on fait une dérivée. Quand on veut calculer Q à partir de I, on fait une intégrale. Et donc, quelque part, l'intégrale est le calcul inverse de la dérivée. Alors, c'est le nombre de coulombs. Alors, dans chaque coulomb correspond à 6,24 milliards de milliards de litres. Et l'intensité, c'est la vitesse à laquelle il bouge. Non, c'est le débit. C'est le nombre de coulombs par seconde. C'est ça qui est peut-être pas évident. C'est lié à la vitesse des électrons. D'accord? Mais tu peux avoir des électrons qui vont très très vite sur une petite section, par exemple, pour faire un gros débit. Ou tu peux avoir des électrons qui vont lentement, mais à travers une grosse section, par exemple. Tu comprends? On peut avoir un gros débit de charge et des électrons qui ne vont pas très vite. L'équivalent du courant, c'est vraiment le débit. Oui, et du coup, la dernière ligne, c'est si l'intervalle de temps T1, T2 est plus grand. Oui, c'est quand l'intervalle de temps entre T1 et T2 est non infiniment petit. En fait, c'est tout le temps. La notion des intervalles de temps infiniment petits, en fait, c'est une vue d'esprit des mathématiques qui sont capables de passer à la limite. Vous allez apprendre à calculer des limites en mathématiques. Voilà, en mathématiques, on peut imaginer que quelque chose devient infiniment petit.
et quand même être capable de diviser dq par dt par exemple, ou df par dx. En fait, tendre dx vers 0, ça fait du 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée, mais non. On peut calculer la limite et le résultat, c'est la dérive. Voilà, donc les formules, vous pouvez les noter parce qu'elles ne sont pas dans votre police, mais c'est là-dessus. C'est l'intégrale n'est pas dans votre police. Alors maintenant, je vais parler des propriétés du courant électrique. Une dernière question par rapport à la dernière ligne. Du coup, en fait, ça va nous servir à calculer quoi? À calculer Q. À calculer Q. Ok. Mais du coup, on aura dt et it de données. Tu auras I de T de données, T1 et T2. Et dt. Dt, du coup, ça sera. Non, il fait partie de l'intégrale quand tu calcules. En fait, tu as besoin de connaître que l'intensité en fonction du temps. Et les deux bornes d'intégration. Alors, propriété du courant électrique. Donc là, je dessine un fil. Et on va supposer que chaque seconde, ici, il rentre 1 coulomb. Donc j'ai 1 coulomb qui rentre par là. Alors c'est chaque seconde, je vais dire 1 coulomb par seconde, ou qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Ampère. 1 ampère. Voilà. Alors ça, je prends un petit peu d'avance, on va le tricher comme ça, on va dire qu'ici il y a un courant, I qui vaut 1 ampère. C'est-à-dire chaque seconde, il y a un coulomb qui rentre. La question, c'est de se dire, tiens, à l'autre bout du fil, qu'est-ce qui se passe? Et la question, c'est savoir si ce coulomb va ressortir à l'autre bout du fil ou pas. Alors la réponse, je vais vous la donner, c'est qu'en matière de courant électrique, vous devrez considérer que tout ce qui rentre est toujours égal à tout ce qui sort. Donc s'il y a un coulomb qui rentre par un bout du fil, ou un bout d'un circuit, n'importe quoi, c'est forcément qu'il y a un coulomb qui ressort par un autre bout. D'accord? Donc le résultat, c'est que ici, eh bien, le courant, il vaut aussi 1 ampère par 1 coulomb. On va y aller 1 coulomb par seconde ou 1 ampère. Et si je fais une mesure d'intensité au milieu du fil, je retiendrai aussi 1 ampère. Voilà, tout le long du fil, ça sera la même valeur du courant. Okay. Monsieur, ça on a dans le courant algébrique du coup? Non, ça pas. Le courant algébrique, c'est. On verra juste après. Déjà, il faut avoir cette notion de tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort, que ce soit des ampères ou des coulombs. Voilà. Cette loi, vous pouvez l'obtenir aussi par analogie avec les tuyaux d'eau. Par exemple, on peut faire une analogie entre les écoulements d'eau et les écoulements de charge électrique. Alors ça, c'est un tuyau d'eau, il y a d'autres partout là, dans mon système, donc j'ai des petits points pour matérialiser l'eau. Et donc si jamais je rentre 1 litre d'eau ici, eh bien, je pense qu'intuitivement, vous êtes d'accord que forcément ici il sort 1 litre d'eau. Est-ce que vous pourriez le justifier mieux qu'intuitivement? Pourquoi, quand je rentre 1 litre d'eau ici, il y a forcément 1 litre d'eau qui sort? Toi, tu as déjà beaucoup parlé du jeu. On va dire parce que ça déforme pas, c'est pas flexible l'eau. C'est ça, alors on ne dit pas flexible, on dit que l'eau elle est incompressible. Ça veut dire, et il manque un petit élément dans ton raisonnement, c'est qu'en fait, dans le tuyau entre là et là, il y a un certain volume, d'accord, qui est limité par le volume du tuyau, ou de la canalisation. Et bien dans ce volume-là, on peut mettre une certaine quantité de molécules d'eau, on ne peut pas en mettre plus, on ne peut pas en mettre moins, si c'est pas. Donc ça veut dire que la quantité d'eau qui est entre là et là, elle est constante. Elle ne peut pas augmenter, elle ne peut pas diminuer. Donc si on en fait entrer par un bout, forcément, c'est que ça ressort par l'autre bout. Okay. Avec les charges électriques, c'est pareil. On va considérer que les charges électriques se comportent comme un fluide incompressible. Donc il y a des charges qui rentrent par un bout, elles ressortent par le bout. Alors ce que je viens de vous dire, je pourrais m'arrêter là et vous retenez ça par cœur. Enfin, vous le retenez par cœur, vous retenez ça. Je vais quand même semer un peu le trouble dans votre esprit pour vous dire que ce que je viens de dire, ce n'est pas rigoureusement exact. Ça va être vrai dans tous les cas que vous allez manipuler ici. Mais il y a un cas typique dans lequel c'est manifestement pas vrai. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion? Une résistance? Non. Dans une résistance, il y a deux connexions, tout le courant qui rentre égale au courant qui sort. Pareil, pendant cette heure, on verra le courant qui rentre égale au courant qui sort. Tout ce qui est batterie? Mais en batterie, pareil.
Le gaz. Ah, c'est-à-dire que si là, si au lieu d'avoir de l'eau, on mettait un gaz, le gaz c'est compressible, donc on pourrait très bien boucher là, et puis quand même faire entrer du gaz ici. Oui, ça c'est vrai. Si le fluide est compressible, on peut c'est plus loin. Alors, voilà. Alors, je vais vous donner le. Voilà, c'est très bien enchaîné là-dessus. Eh bien, par exemple, l'eau, on considère que c'est un fluide incompressible. En fait, c'est pas vrai. L'eau, c'est très peu compressible. C'est tellement peu compressible qu'on a l'impression que ça ne l'est pas du tout. Mais ça l'est un petit peu. Et figurez-vous que quand on rentre 1 litre d'eau ici, eh bien, il y a certains litres d'eau qui va sortir là, mais il ne va pas sortir instantanément. Le litre d'eau va pousser le litre qui est à côté, qui pousse le litre qui est à côté, etc. Et on va avoir une onde qui se propage comme ça dans le tuyau. D'accord ? Et c'est seulement quand l'onde aura fini de se propager que le litre va ressortir. Et la vitesse de propagation de cette onde, c'est la vitesse de propagation du son dans l'eau. Vous le connaissez, la vitesse de propagation du son dans l'eau ? C'est bien. 1500 mètres par seconde. Donc vous voyez, si le tuyau fait 1 mètre de long, le retard sera à peu près d'1 millième de seconde, un peu moins. Hein? Donc c'est rapide. Eh bien, avec l'électricité, c'est pareil. On rentre un coulomb ou un électron, qui pousse un autre électron, puis en plus un autre, etc. Et puis à la fin, il y a un électron qui ressort. Et il y a une onde qui va se balader dans le fil, comme ça. C'est pas une onde sonore, c'est une onde qu'on qualifiera d'onde électromagnétique. Et est-ce que vous savez à quelle vitesse se propagent les ondes électromagnétiques? À la vitesse de la lumière. En fait, la lumière est une onde électromagnétique. Grâce au semestre 2. Et donc, c'est quoi la vitesse de la lumière? On va dire 300 000 km par seconde. Est-ce que c'est plus rapide ou moins rapide que le son dans l'eau? C'est beaucoup plus rapide. Hein, c'est 200 000 fois plus rapide. D'accord? Et ça fait, la lumière, ça fait donc 8 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Donc quand vous avez un fil qui fait 1 mètre de long, là c'est pas 1 millième de seconde plus tard que ça ressort, mais c'est 1 milliardième de seconde plus tard. Quelques milliardièmes. C'est-à-dire des nanosecondes. Voilà. Et en fait, ça c'est négligeable la plupart du temps. Donc on le néglige. Et pour finir, je vais vous donner le contre-exemple de ça. Le contre-exemple de ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, parce que vous l'avez tous vu. Vous n'avez jamais vu, des fois, un fil comme ça, rigide, qui part en l'air, qui va nulle part. Et pourtant, en fait, il sert à quelque chose. Et souvent, il est relié à un truc qui est plan, comme ça, qui est métallique. Et puis, les deux, ensuite, sont connectés à ce qu'on appelle un câble coaxial. Un câble qui alimente le tout, là, comme ça. Mais pas quoi je fais allusion, hein. Oui? Une antenne? Une antenne radio. Que ce soit à la réception ou à l'émission. L'antenne d'un émetteur radio. Mais dans une antenne, hein. Puis alors vous en avez des fois, elles font 300 mètres d'eau, hein. Il y en a des vraiment très grandes. Et bien il y a du courant ici à la base. Là il y a un courant qui est différent de 0. Et le courant tout en haut là, il vaut 0. Donc là on a du courant à l'entrée et pas à la sortie. Donc c'est assez particulier les antennes. Mais le courant qu'on met ici à l'entrée, qui est différent de 0 à l'instant donné, mais c'est un courant qui est alternatif. C'est-à-dire qu'il fait des allers-retours en fait. En fait, le principe de l'antenne, c'est le temps que, quand on pousse les charges ici, le temps que ça se propage et que ça pousse au bout, là, on est déjà en train de les réaspirer sur l'entrée. Okay. Et il se passe des phénomènes qui fait qu'à la fin, on arrive à un courant ici, alternatif, mais pas du tout de courant en haut. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est juste que, en fait, le temps qu'on pousse, on n'a pas le temps de voir ressortir le courant à bout. Et c'est juste qu'en fait, on change le sens du courant, voilà, très très rapidement, et du coup, le fameux, je vous ai dit, le milliardième de seconde, là, qu'on négligeait, ben là, il est plus négligeable. Je sais pas, une antenne d'émetteur FM, voilà. Vous connaissez les fréquences de la FM? C'est combien? À peu près. C'est 100 MHz. Ça veut dire qu'on fait 100 millions d'allers-retours par seconde. Le courant fait 100 millions d'allers-retours par seconde. Et l'antenne, en fait, elle fait l'émission à peu près 70 cm. L'un dans l'autre, là, le temps de retard est plus négligeable. Okay. Voilà, bon, c'est un cas particulier, mais
On ne fera pas comment dire, d'études des systèmes radio ici. Donc vous oubliez, on peut oublier complètement. Vous, la somme des courants entrants, tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort. Ouais, on va revenir. Et effectivement, la loi ensuite qui va découler de tout ça, qui est la loi du tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort en matière de courant ou de charge électrique, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc à quoi ça ressemble une loi des nœuds? Donc ça c'est une première loi fondamentale de l'électricité. Donc un nœud c'est quoi? Un nœud c'est un fil qui arrive comme ça et qui par exemple se divise en deux. Il pourrait se diviser en 3, en 4. Hein. Il pourrait même y avoir 2 fils qui arrivent, 3 fils qui partent. Il pourrait y avoir un peu. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose là. Bon, ça c'est le nœud. D'accord. Avant de faire la loi des nœuds, j'ai oublié de vous parler des courants algébriques. Donc là, on reprend un fil comme ça. Et ici, on va parler d'un courant, par exemple, algébrique. Donc ça, le courant, on le représente par cette petite flèche qui est importante. Et cette flèche, elle ne veut pas dire que le courant va forcément dans ce sens-là. Elle veut simplement dire que si le courant réel va dans ce sens-là, alors on le comptera positivement. Et si jamais il va dans le sens inverse, on le comptera négativement. Donc, la notion de courant algébrique, ça veut simplement dire qu'un courant, ça peut être soit positif, soit négatif. Et il faut juste définir dans quel sens on compte positivement, dans quel sens on compte négativement. Donc, c'est le rôle de cette petite flèche. D'accord ? Voilà. En général, quand on a affaire à des circuits, on va essayer de les flécher, ces circuits, dans le sens réel du courant, de manière à obtenir que des courants positifs. Et vous verrez qu'il y a des cas où on ne saura pas prévoir très bien si ça va être positif le sens du courant, donc on fléchera au hasard. Okay. Et puis on aura des cas où le courant sera alternatif. Donc, alternatif, ça va être tantôt il est positif, tantôt il est négatif. Tantôt il est dans un sens, tantôt il est dans l'autre sens. Voilà. Donc une fois que ça c'est entendu, pour faire la loi des nœuds, on considère le nœud et on dit qu'il y a un courant qui rentre, en fait c'est qui est compté positivement quand il rentre sur le nœud, et puis on met 2 sortants, c'est-à-dire qu'on compte positivement quand il sort. Et là on aura droit à la loi de tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort. Voilà. Et tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort, ça veut dire qu'à tout instant, le courant entrant est égal à la somme des 2 courants sortants. Alors, quand je dis tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort, en fait ça concerne les ampères ou les coulombs. Et le haut des nœuds, dans sa formulation générale, c'est celle que vous avez dans le paragraphe 1.5. Sous schéma, c'est écrit d'une manière générale, la somme des courants entrants dans le nœud est égale à la somme des courants sortants. On peut la surligner en jaune, celle-là. Et celle-là, il faudra la savoir. Alors, I2 et 3 ne sont pas forcément égaux. Il peut très bien y avoir 1 ampère ici, tu peux avoir 0 ici, et 1 ici. Alors, ça c'est possible. D'accord ? Tu peux très bien avoir, je sais pas moi, 0,2 ampère ici, et 0,8 là. D'accord ? Tu peux même faire pire que ça. À supposer que j'ai 1,2 ampère ici. Qu'est-ce que je vais avoir ? Moins 0,2. Celui-là vaudra moins 0,2 puisque la somme vaut 1. Mais s'il vaut moins 0,2, ça veut dire que le courant réel, il va aller dans quel sens? En fait, il va aller comme ça. Il va aller dans le sens contraire de la flèche. En gros, si on faisait abstraction des signes, on pourrait dire qu'ici, il y a 0,2 ampère qui arrive comme ça, 1 ampère qui arrive comme ça, et donc 1,2 ampère qui ressort comme ça. On peut voir comme ça. Oui. Du coup, la flèche, on la retourne pas, serait plus simple, non? Je suis d'accord avec toi. Et c'était pour prendre un exemple où il y a un courant négatif dans le circuit. Et ça sera c'est le conseil que je vais vous donner quand on va faire des circuits, les analyser, on va flécher les courants on va essayer de flécher les courants dans le sens réel. D'accord? Mais tu verras que des fois on n'y arrivera pas. Parce que des fois on n'arrivera pas à imputer a priori dans quel sens va les courants. Ok? Voilà, s'il y a d'autres questions sur la loi des nœuds, on va laisser simple cette loi des nœuds. Normalement elle rentre assez facilement. Alors il y a un petit paragraphe qui s'appelle ordre de grandeur des courants électriques.
Et ce que j'aime bien pour commencer ça, c'est parler du seuil de dangerosité. Vous savez que si le courant électrique vous traverse, parce que le corps humain est un peu conducteur, et bien au-delà d'une certaine dose de courant, ça est dangereux pour vous. Est-ce que vous connaissez ce seuil de dangerosité? 0,5 mA. Non, 0,5 ça va, c'est pas dangereux. 200 ampères, 100 ampères. 100 ampères, alors 100 ampères se carbonise instantanément. 1 ampère, tu peux survivre, mais je ne conseille pas. Non. C'est 30 milliampères, 30 millièmes d'ampère. Le seuil de dangerosité du courant, c'est 30 milliampères. Vous avez jamais entendu parler des disjoncteurs différentiels, 30 milliampères, etc., l'installation électrique? C'est 30, moi je connais que les 30 et les 50. Oui. Non, c'est 30. Alors après, on peut chipoter, hein, il y a des... À 50, ça ne va pas tout aller. Non, pas... Ensuite, ça dépend de la durée d'exposition, etc. C'est pas si simple que ça. On ne meurt pas systématiquement, même si on dépasse 30 mA. En tous les cas, en dessous de 30, on considère qu'on ne risque rien. Voilà, 1 ampère, par contre, l'ampère, c'est... Comment ça s'appelle? Donc 30 mA, c'est le seuil de dangerosité. Dans les prises murales, que vous avez là en bas, là, chez vous, vous savez combien d'ampères on peut extraire des prises comme ça? Enfin, il y a deux fils, hein, le courant rentre, et il sort par une borne et il rentre par l'autre. Toujours tout ce qui rentre, il y a là, tout ce qui sort. Donc les prises, c'est limité à 16 ampères. Donc il y a bien de quoi s'électrocuter avec les prises électriques. Une batterie de voiture, ça peut éviter combien d'ampères? Ouais, ça peut monter à 1000 ampères de la voiture. Donc on pourrait croire que c'est dangereux, mais en fait ça n'est pas, parce que c'est que 12 volts, et qu'on verra quand on parlera de la tension que 12 volts ne peut pas être dangereux. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, ensuite, dans les moteurs de TGV, on monte à 1000 ampères par exemple. Voilà, les plus gros courants que j'ai côtoyés, moi c'était des 150 milliampères. Mais bon, là il se passe des choses assez bizarres, les fils électriques explosent, les jeux de barres se tordent, etc. C'est des choses assez violentes. Quand on fait passer des courants violents comme ça. Et puis quand on fait de l'amplification, je ne sais pas, dans un transistor de votre téléphone portable, il passe des microampères, voire des nanoampères. Et comme il y en a des millions, ça finit par consommer un peu. Dans un éclair, il y a combien d'ampères? Ouais, je ne saurais pas te dire, mais des millions, 100 000. Ouais. Peut-être 1 million aussi. Alors, par contre, ça ne dure pas dans le temps, ça c'est très très court. Ouais. Ok, ben on a vu pour le courant électrique. La semaine prochaine, on a une séance de 2 heures et on fera la tension. Tension en volts. Et vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué la tension que le courant. Voilà. Et bien la semaine prochaine, à reviser un peu ce qu'on a dit aujourd'hui déjà.